dont les restaurants s'étalent sur les trottoirs, tandis qu'un raz-de-marée de bidonvilles se déverse entre les gratte-ciel. Rien ne semble pouvoir contenir Bombay, Maximum City comme on l'appelle ici. Le tiers de la population française, 22 millions d'habitants, jouent des coudes quotidiennement pour trouver leur place dans la ville la plus dynamique d'Inde et ne pas rester à quai, quoi qu'il en coûte. L'autre jour, la foule était tellement compacte qu'ils m'ont poussé hors du train et je suis tombé sur la tête contre les rails. Ils arrivent chaque jour par milliers. Migrants des régions pauvres, entrepreneurs, acteurs en herbe, tous attirés par le poumon économique du sous-continent qu'ils portent jusqu'à l'asphyxie. Les embouteillages sont tels que la vitesse moyenne a chuté de 30 km/h en 20 ans. Plus grave, le manque d'eau potable coûte chaque année la vie à plusieurs milliers de personnes. Chaque jour, on a droit à 5 seaux d'eau, pas un de plus. Bombay est le cas extrême de ces villes d'Asie surpeuplées. Une mégapole qui échappe à tout contrôle, à tout plan d'urbanisme. Elle englobe Dharavi, le plus grand bidonville du monde, un labyrinthe sans fin et sans existence officielle. Il n'y a pas de nom de rue, pas de numéro ici. Alors ça m'a pris 6 mois avant de connaître toutes les adresses pour livrer mon gaz. On s'y entasse à 8, dans 12 mètres carrés. On y dort à tour de rôle. Oubliez l'intimité. Les plus pauvres s'étalent où ils peuvent, tandis que les milliardaires construisent en hauteur. À quelques mètres des bidonvilles, la maison particulière la plus chère du monde héberge la plus grande fortune indienne. $1 milliard pour ce gratte-ciel qui affole l'immobilier de Bombay. Il ne fait aucun doute que les prix vont encore augmenter. Bombay va devenir encore plus cher. Même les bidonvilles seront repris en main, car ce sont aussi des terrains qui ont beaucoup de valeur. Des promoteurs qui rêvent de s'approprier ces terrains, des petites mains qui cherchent leur place, masse laborieuse contre classe dirigeante, Bombay détient déjà le record de criminalité en Inde. Et chaque jour qui passe, chaque nouvelle arrivée, chaque nouvelle naissance, la pousse encore un peu plus au bord de l'implosion sociale. Il est 20h19 à suivre dans votre journal le récit d'une miraculée. Florence Artaud a frôlé la mort la nuit dernière. Après être tombée de son bateau en Méditerranée, c'est à son instinct et à son téléphone portable qu'elle doit la vie, nous le verrons. Son instinct, elle l'a conduite sur les planches du théâtre de l'Atelier à Paris dans l'année de la pensée magique. Fanny Ardant nous livre le récit intime d'une auteure américaine. Elle est notre invitée ce soir. Et puis l'invité politique de 20h30 le dimanche est Henri Guénaud, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, auteur de la plupart de ses discours dont reviendrons avec lui sur une semaine politique et économique chargée. Mais d'abord, Pompéi est-elle amenée à disparaître? Un mur de l'un des plus beaux vestiges du site s'est effondré jeudi. C'est le 3e accident de ce type en un an. La cité ensevelie sous les cendres en l'an 79 par l'éruption, vous le savez, du Vésuve, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa restauration est absolument indispensable. Mais où trouver les millions d'euros? Reportage de notre correspondant en Italie, Renaud Bernard. Le Vésuve qu'il a enseveli en 79 après Jésus-Christ n'est plus une menace. Aujourd'hui, c'est la pluie et le manque d'entretien qui attaquent Pompéi. Regardez, 3 éboulements cette semaine. Dernière en date, jeudi, derrière ces grilles, dans la maison de Diomède, la plus belle de tout le site archéologique. Résultat, en toute urgence, une commission du ministère de la Culture italien a été envoyée sur place pour enquêter. C'était déjà une zone très dégradée, à tel point qu'on avait prévu de la mettre en sécurité avant cet incendie. Le problème, c'est qu'en fait, à Pompéi, la situation n'est pas du tout sous contrôle. L'ensemble du site est en danger. Pas un bâtiment, pas un mur épargné. Ces 3 archéologues acceptent de nous montrer l'ampleur des dégâts. Vous allez voir là, juste derrière les buissons. Attention, ça glisse. En taillant ces arbustes, on a trouvé ce nouvel éboulement. De 2003 à aujourd'hui, tous les points que vous voyez signalent des écroulements et des dégâts. Malgré ça, Pompéi et ses fresques sublimes ne désemplissent pas, même si les visiteurs doivent se priver d'une partie du site.
il semble des endroits qui ne sont pas accessibles. Enfin, sur les audioguides, là, il y a des endroits auxquels on ne peut plus accéder. Anticiper ces catastrophes, on va dire, naturelles, mais pour ça demande de l'argent et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui en Italie ce soit une des priorités, malheureusement. Le site va quand même bientôt recevoir une enveloppe de l'Europe, 105 millions d'euros. Problème, annonce la conservatrice, Pompéi est grand comme une ville, cet argent ne suffira pas. Dans une ville normale, les habitants payent pour l'entretien. Tout le monde connaît chez lui le coût des investissements nécessaires à l'entretien de sa maison. Là, il n'y a aucun habitant, mais un flux de 10 à 12 000 visiteurs par jour. Pour stopper l'écroulement de Pompéi, le chiffre est connu. Il faudrait 266 millions d'euros immédiatement. C'est plus du double des aides déjà programmées. Le diable n'a pas voulu de moi. Florence Artaud a frôlé la mort la nuit dernière. Heureusement, tout s'est bien terminé. La navigatrice est tombée de son voilier au large de la Corse. C'est grâce à son téléphone portable, à son courage aussi sans doute, qu'elle a eu la vie sauve. Lorraine Gublin avec nos confrères de France 3 Corse. Elle est surnommée la petite fiancée de l'Atlantique et connaît tous les dangers de la mer. Pourtant, hier, Florence Artaud a manqué de vigilance. Dans la nuit, elle navigue au large de la Corse. Un besoin pressant est là. Mais là, à l'arrière, en train de dégrafer mon pantalon, comme ça, pendant 30 secondes, je me suis pas tenue et bouf, j'ai basculé. Son voilier sur pilote automatique s'éloigne. Elle se retrouve seule dans une mer à 18 degrés. Par chance, elle porte sur elle son téléphone portable. Il fallait que je rentre mon code PIN, je n'arrivais pas à trouver les touches et tout ça parce que j'y voyais rien. Et puis au bout d'un moment, ça marche, je dis génial. Et puis au pif, j'essaye de faire répertoire M, maman, c'est toujours sa maman qu'on appelle dans ce cas-là. Et ma mère a appelé mon petit frère, j'avais une position à peu près exacte. J'ai enlevé mes bottes, mon ciré, et puis j'ai essayé de nager en me disant la côte c'est là-bas. Enfin, j'avais absolument aucun espoir. La navigatrice est localisée 1 heure plus tard entre le Cap Corse et l'île d'Elbe. Elle était en hypothermie, mais je pense que elle était assez bien psychologiquement, ça allait. On est arrivé au bon moment, une demi-heure de plus, et je pense qu'il y aurait pu y avoir une issue fatale pour elle. Pendant l'attente, c'est à ses amis disparus en mer que Florence Artaud n'a cessé de penser. Mais la nuit dernière, dit-elle, le diable n'a pas voulu d'elle. Un dimanche de sport du tennis, c'est Jo-Wilfried Tsonga qui remporte le tournoi de Vienne, le départ de la Transat Jacques Vabre qui n'a pas eu lieu, du football et le Grand Prix de Formule 1 en Inde remporté par Sébastien Vettel et Marc. Permet d'accéder à un monde où tout va mieux se passer. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ont accès et ceux qui n'arrivent pas à l'atteindre, cette pensée magique? Une forme de foi dans la vie, quand on ne veut pas justement être submergé, pas lâché. Et dans John Didion et cette pièce, c'est voilà, c'est des choses abominables de la vie, mais ça fait partie de la condition humaine. Comment on va vivre avec ça? Comment on va l'intégrer à sa vie de tous les jours? Donc cette chose où elle oscille entre, en effet, le côté journalistique, presque au scalpel, elle voit, elle observe, et puis tout d'un coup, si je fais ça, si je garde ces chaussures, elle reviendra. Donc vous voyez, comme quelqu'un, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de, oui, d'amour et de foi. Et vous, comment vous avez intégré justement cette pensée magique que John Didion a tenté d'attraper? Moi, ce que j'aimais justement dans cette pièce, c'était l'éclatement des états d'âme. C'est qu'elle faisait sans arrêt un aller-retour entre le passé, ce passé magique, de ce mari qu'elle avait adoré, de cette
oui, c'était tous les trois. Fusionnel, oui. Intellectuellement à tout point de vue. Et puis le constat du présent et que tout ce qu'elle conservera du passé qui le permettra de vivre au présent. Et comme elle arrive sur scène en disant « Ça va vous arriver à vous, à moi », comme étant partie intégrante de la vie de tous les jours, je trouve passionnant de dire « Ah, c'est des choses pas très agréables, mais c'est quand même ma vie. » Vous dites qu'au théâtre, il y a toujours deux plateaux, le plaisir et la peur. Alors vous oscillez aussi un peu en ce moment entre les deux, mais j'imagine qu'il faut que le plaisir prenne le pas sur la peur à un moment donné. La peur, on se dit, mais de quoi a-t-on peur? De décevoir finalement le spectateur. Je suis encore dans l'état où on est dans les dernières répétitions, donc et puis quand le rideau s'ouvrira, que sera, sera. On verra bien ce qui va se passer. C'est à partir de mercredi soir. C'est un texte de John Didion. On disait personnalité importante aux États-Unis, une intellectuelle, une auteure, une observatrice de la société, puisqu'elle a écrit des